Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans le grenier de l'écho pour ce nouveau JT consacré à un sujet que vous avez été assez nombreux à réclamer, puisque la semaine dernière, souvenez-vous, on avait parlé des prédictions et des prévisions 2021. Et puis certains ont dit, mais pourquoi vous ne parlez pas du Brexit? Ou vous avez oublié le Brexit? Eh bien non, je n'avais pas oublié le Brexit. Mais comme vous le savez désormais aujourd'hui, puisqu'on est vendredi 13, il y avait des élections en Angleterre, des élections générales et les élections, l'équivalent de nos élections législatives en France. Et donc évidemment, elles sont marquées par l'écrasante victoire de Boris Johnson qui veut faire le Brexit. Alors nous allons revenir justement cette semaine spécifiquement sur cette histoire, et c'était entre guillemets prévu depuis la semaine dernière. Voilà pourquoi donc je n'en avais pas parlé dans les prédictions et prévisions 2020 la semaine dernière, parce que évidemment il y avait un zoom prévu que j'avais en tête à faire cette semaine, compte tenu justement de l'actualité. Alors le Brexit, fin du monde, effondrement, apocalypse, que dis-je, cauchemar éveillé, c'est la catastrophe, mes amis. C'est vraiment la fin du monde. Je pense que demain, l'Angleterre va carrément couler dans l'océan Atlantique. Les Anglais ne survivront pas. Ils vont tous mourir dans d'horribles souffrances. Allez, venez, suivez-moi. Nous allons étudier un petit peu tout ça. Alors justement, à propos de fin du monde, vous avez sans doute dû remarquer que ce sujet est devenu sacrément à la mode. Alors, certains appellent cela la collapsologie, d'autres le survivalisme, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que c'est devenu tendance, on parle de fin du monde. Yves Cochet, l'ancien ministre de l'écologie, en parle également beaucoup et il est le chef de file de ce courant que l'on appelle les collapsologues, ou en tout cas la figure emblématique. Et figurez-vous que certains journalistes, notamment chez 20 minutes, ont appelé les services de Matignon pour leur demander « écoutez, voilà, bonjour monsieur le Premier ministre, mais au fait, dites-nous, en cas d'effondrement, en cas de fin du monde, est-ce que vous avez des plans ?» Et donc la réponse de Matignon, réponse officielle des services d'Édouard Philippe et du Premier ministre, « Je vous informe que nous n'avons pas de plan pour la fin du monde à Matignon. » Alors on a en gros 3 jours de stock d'alimentaire dans notre pays. Nous avons 3 mois de stock d'essence, et encore pas actuellement parce que vous l'ignorez peut-être, mais l'écrasante majorité, en fait je crois c'est 7 sur 8, peut-être même 8 sur 8 au moment où nous parlons, des raffineries françaises sont à l'arrêt et sont en grève, et nous piochons actuellement dans nos stocks d'essence qui ont une durée de 3 mois. Donc voilà, pour qu'il n'y ait pas de pénurie actuellement, nous piochons dans nos stocks. Pas de stock de médicaments. Et puis l'armée française, qui est ce qu'on appelle l'ultima ratio regum, c'est-à-dire le dernier argument des rois, comme disait... c'est aussi une devise militaire, etc. Enfin bon, l'ultime recours, si vous voulez, c'est l'armée. L'armée française, par exemple, elle est en OPEX, elle est en opération à l'étranger, et ces opérations à l'étranger prennent énormément de moyens. Donc, si demain vous deviez avoir un effondrement en France ou un cataclysme à la Brexit, eh bien évidemment, nous ne sommes absolument pas préparés et Matignon n'a absolument aucun plan. Alors le Brexit, fin du monde ou renaissance, vous avez commencé à voir poindre une petite opinion qui va petit à petit se développer au fur et à mesure de ce JT, de cette présentation. L'Angleterre est en revanche le pays le mieux préparé au monde. Alors vous avez 3 opérations. Vous avez l'opération Yellowhammer, l'opération Kingfisher et l'opération Redfold. Alors l'opération Yellowhammer, elle permet d'organiser la continuité dans le fonctionnement et les appros. Kingfisher, ça vise à assurer la continuité des affaires. C'est pour tout ce qui est business et notamment toutes les fournitures d'argent, d'injection de liquidités par la Banque centrale, par la Bank of England, la Banque centrale d'Angleterre, etc., etc. Donc ça, l'opération Kingfisher, c'est tous les plans qui visent à assurer la continuité du business, des affaires et la continuité monétaire.
Et puis vous avez l'opération Redfold, qui est la déclinaison militaire de ce plan, jusqu'à l'ouverture du bunker qui est sous Whitehall à Londres, et qui est un bunker anti-atomique, etc., etc., et qui est en fait la salle de commande et de contrôle de l'armée pour gérer n'importe quel type de crise, avec la mobilisation de 3500 militaires pour assurer la sécurité, l'ordre, évidemment également la distribution et la sécurisation des approvisionnements sur différents points si jamais il devait y avoir des pénuries. Et tout ça c'est encadré, c'est préparé. Vous avez même des stocks qui ont été constitués, des stocks de médicaments, des stocks d'aliments, des stocks de produits de première nécessité, des stocks de pièces détachées. Il y a des milliards de livres qui ont été dépensés pour constituer tous ces stocks qui sont entreposés dans les bases militaires anglaises un peu partout sur le territoire. Et donc tout ça c'est prêt. Et finalement, si aujourd'hui un pays s'effondrait, si c'était la France, nous ne serions pas préparés. Si c'était le Royaume-Uni, eh bien le Royaume-Uni est prêt. Et ces préparatifs ont été très importants dans leur capacité à négocier avec l'Union européenne. Ne prenez jamais les Anglais pour des petits lapins de 6 semaines ou des perdreaux de l'année. Les Anglais sont des gens très efficaces, ce sont des anglo-saxons, ce sont des gens pragmatiques, ils savent négocier, ils savent également faire preuve d'un immense cynisme quand c'est nécessaire. Et donc, les Anglais se sont évidemment préparés au pire pour que l'Union européenne ne puisse pas faire de chantage à l'approvisionnement. Donc là, l'Union européenne ne peut pas faire de chantage à l'approvisionnement parce que les Anglais ont constitué suffisamment de stocks pour être capables de tenir suffisamment longtemps. Ensuite, je voulais vous comparer, attendez, si je me suis pas, non c'est bon, je voulais vous comparer l'économie française et l'économie britannique, parce que je pense que c'est important. On entend énormément de choses et ce qu'on entend ou ce que l'on vous dit bien souvent est juste totalement faux. Alors, le Royaume-Uni, c'est un PIB de 2825 milliards de dollars et qui est supérieur au PIB français. Je reprends, le PIB anglais est supérieur au PIB français. Et oui. Donc, c'est tout de même à savoir. Vous avez une croissance qui est de 1,40 en France et qui est de 1% seulement en Angleterre. Donc sur le taux de croissance, effectivement, l'Angleterre est un peu moins bien placée que la France, tout en sachant que nous, notre taux de croissance est obtenu avec un taux de croissance considérable de l'endettement. Donc on fait 1,4% de croissance pour 3% de déficit. Vous avez des taux d'intérêt à 0,75% au Royaume-Uni, donc ils sont positifs, donc ils ont encore une petite marge de manœuvre, alors qu'en France ils sont à 0. Vous avez un taux d'inflation qui est un petit peu plus élevé au Royaume-Uni, 1,50 pour 1% en France. Vous avez un taux de chômage qui est de 3,8 au Royaume-Uni et presque de 9% en France, donc on est largement perdant sur le chômage, même si, attention, la manière de calculer le chômage, etc. au Royaume-Uni n'est pas tout à fait la même, pour pas dire pas du tout la même, et le traitement social du chômage n'est pas non plus du tout le même, et donc vous avez une forme de misère dans certaines classes sociales qui n'est pas du tout la même. Et donc, c'est vrai que derrière cette disparité, on a aussi les zero-hour jobs, etc. Donc, voilà, le chômage britannique n'est pas aussi bas en réalité que 3,80, mais c'est vrai que vous avez un dynamisme économique au Royaume-Uni qui n'est pas du tout le même qu'en France. Le budget, regardez, vous avez 1,9% de déficit seulement pour le Royaume-Uni et vous avez 2,5% pour la France. Et une dette qui est 18 points plus bas au Royaume-Uni, avec 80% de dette sur PIB contre quasiment maintenant 100% pour la France. Vous avez ici les chiffres de la zone euro, c'est guère plus brillant. En réalité, le PIB anglais, et c'était ma synthèse, supérieur à la France, les dettes anglaises sont inférieures aux dettes françaises et le taux de chômage est 3 fois inférieur à celui du taux de chômage en France. Alors objectivement, les Anglais, effectivement, ne se portent peut-être pas plus mal que nous, à défaut de se porter franchement mieux. Voyez, on est très loin de l'apocalypse, de la fin du monde, de l'effondrement et du soleil qui ne se lève plus sur la perfide Albion. Alors,
Autre élément pour répondre à ces questions, est-ce que ça va être la fin du monde pour le Royaume-Uni, cette histoire de Brexit? Eh bien, il y a un accord qui avait déjà été trouvé, souvenez-vous, en octobre dernier, et cet accord entre l'Union européenne et Boris Johnson, qui avait été arraché et auquel personne presque ne croyait plus, eh bien cet accord va servir évidemment de base à ce qui va se passer pour le Brexit, qui va avoir lieu a priori au mois de janvier. Ensuite, toujours pour les bonnes nouvelles, parce que, vous voyez, c'est peut-être pas si catastrophique que cela, finalement, ce Brexit. Eh bien, le tweet de Donald Trump qui fait « Félicitations, c'est super, bravo Boris, quelle belle victoire, nous allons même pouvoir maintenant signer un superbe trade deal, donc un superbe accord commercial entre nous, entre les États-Unis et l'Angleterre. Ce traité commercial sera hyper favorable à l'Angleterre, hyper favorable au Royaume-Uni, et vous verrez, ce que vous allez voir, ça sera vachement plus favorable que ce que vous auriez pu obtenir avec l'Union européenne. Et donc vous voyez bien l'axe évidemment anglo-saxon, l'axe américano-britannique qui est en train de se reformer sur fond de souverainisme et de démondialisation qui est la politique et les deux axes qui sont menés et pris en compte pour mener la politique qui est menée par Donald Trump et par Boris Johnson. Je vais arriver à remettre mes mots dans le bon ordre. Le Brexit, toujours fin du monde ou renaissance, et comprendre la propagande de l'Union européenne, parce que depuis des années, on vous dit ils vont mourir, ils vont tous mourir, ça va être une catastrophe. Puis d'ailleurs, ils sont même contre les Anglais. Ils sont complètement contre le Brexit. Alors, ils ont voté une première fois pour, mais ils n'avaient pas fait exprès. Et en plus, maintenant, franchement, si on leur redemandait leur avis, ils voteraient contre. Hein. Et puis même que les Anglais n'ont pas du tout envie de sortir. Regardez, même les Anglais n'en veulent pas du Brexit. Ça, c'était un article qui n'est pas si vieux que ça, du Figaro. Brexit, le Parlement refuse à la fois le deal et un no deal, et donc évidemment les parlementaires britanniques, qui sont des européistes, ne voulaient pas de ce Brexit et ont tout fait pour entraver, et ils continuent à tout faire pour entraver le Brexit. Regardez ces titres de la presse. Brexit, alors j'ai fait juste Brexit et cauchemar sur Google. C'est juste, on peut faire Brexit catastrophe, Brexit fin du monde, Brexit crack. Enfin voilà, on peut faire Brexit avec tous les trucs fin du mondiste possibles et imaginables. Enfin là, je vous ai juste pris l'exemple avec Brexit et cauchemar. Et donc le Brexit, un cauchemar pour les économistes. Ça effectivement, c'est pour les économistes. Avant le Brexit, cauchemar dans les arrière-cuisines de la finance, cauchemar pour les marchés financiers. Sortir du cauchemar du Brexit, les échos, le monde, l'opinion, bref, le Brexit, un cauchemar, un cauchemar, un cauchemar. Et on vous le fait rentrer dans la tête à force de répétition. Et pourtant, aujourd'hui, personne ne s'y attendait. Contre toute attente, figurez-vous que les Anglais veulent quand même leur Brexit, les amis. Législative au Royaume-Uni, victoire par KO de Boris Johnson, l'Union européenne se prépare au Brexit. Comment se fait-il que nous ne l'ayons pas vu venir? Pour une raison simple, on n'a pas voulu que vous puissiez le voir. Donc on vous l'a caché. Le Brexit, fin du monde ou renaissance, mais non, c'est ni l'un ni l'autre, c'est surtout un risque vital pour l'Union européenne. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre évidemment la propagande à laquelle tous les Européens continentaux sont soumis avec le Brexit. C'est pas bien, c'est la catastrophe. Les Anglais, ils en veulent pas. S'ils avaient su, ils auraient pas fait, ils seraient pas venus, ils auraient pas voté. Enfin bon, bref. Et donc, vie et mort de l'Union européenne. Donc, je vous ai remis les petites étapes, mais ça fait depuis 2011 que j'écris ça. C'est les étapes de l'Union européenne, c'est la construction, l'union, l'intégration, la désintégration, la dislocation et l'explosion. Et avec le Brexit, nous en sommes à l'étape non plus de la construction. Vous voyez bien ce que ça a été que la construction européenne. Vous voyez bien ce qu'a été l'union avec l'euro, avec toutes ces tentations et ces tentatives de fusionner les lois, etc. Donc ça a été vraiment l'union. L'intégration qui est le fait de donner de plus en plus de notre souveraineté, la souveraineté monétaire, la souveraineté législative, le fait qu'on ne fait plus que retranscrire dans les droits nationaux les directives européennes,
etc. Donc tout ça, ça a été l'intégration. Et aujourd'hui, avec le Brexit, nous passons de l'autre côté, hein, donc on a atteint l'apogée de la construction européenne. Et là, avec le Brexit, nous passons de l'autre côté, c'est que nous passons à la désintégration. Hein, donc avec le Brexit, nous en sommes à la désintégration, et après la désintégration, ça va s'accélérer. Et à partir du moment où il y a une petite désintégration avec un pays, deux pays qui sortent, après c'est la dislocation de l'Union européenne. Et puis quand on a commencé à trop se disloquer, évidemment ça termine par une explosion finale. Nous n'y sommes pas, mais nous y dirigeons. Alors, le Brexit sera un succès. Contrairement à tout ce que tout le monde peut vous dire, ou contrairement à tout ce que vous pouvez vous entendre, il est fort probable, et là, restons humbles évidemment, mais il est fort probable qu'en réalité, le Brexit soit un succès. Et on vous le dira pas, on vous dira le contraire, ou on ne vous en parlera pas. Hein, comme ça, un sujet, vous savez, un sujet pour qu'il n'existe pas, il suffit de pas en parler. L'Union européenne va a priori se disloquer. Et pourquoi l'Union européenne va se disloquer? Parce que tout ça, quand vous regardez la grande image de ce qui se passe dans le monde, Donald Trump, le souverainisme dans le monde anglo-saxon, si on fait un retour en arrière, souvenez-vous ce que je vous avais déjà dit, la mondialisation a été initiée il y a 30-40 ans, on va dire à l'effondrement du mur de Berlin, à la chute du mur de Berlin, à l'effondrement de l'ex-URSS et donc du communisme. Jusqu'à ce moment-là, le monde était coupé en deux. D'un côté, vous aviez les rouges, de l'autre côté, vous aviez les bleus, l'OTAN, le pacte de Varsovie. Il n'y avait pas de mondialisation possible dans un monde qui était bipolaire de cette façon-là. Et puis le communisme s'effondre, et à partir du moment où le communisme s'effondre, l'ex-URSS et tous ces ensembles-là sont repris dans l'économie mondiale qui là commence à se mondialiser dans ce capitalisme, dans ce libéralisme mondial, et c'est la victoire par chaos du libéralisme. Et cette victoire par chaos du libéralisme sur le communisme au tout début des années 90, va permettre de poser les fondations sous l'égide anglo-saxonne, donc américano-britannique, de quoi? De la mondialisation. Et c'est là que la mondialisation se fait, l'OMC, que le FMI prend une autre ampleur, etc., etc. Et petit à petit, on va construire la mondialisation. Et aujourd'hui, le monde anglo-saxon, États-Unis en tête, Royaume-Uni aujourd'hui, se rendent compte qu'ils ont été couillonnés par la mondialisation, qu'ils n'en sortent pas vainqueurs, et donc les anglo-saxons qui sont à la fois très pragmatiques et très cyniques, quand ils se mettent à perdre une partie, ils n'hésitent pas à changer les règles du jeu, même en cours de partie. C'est comme ça, c'est les anglo-saxons, et c'est ce qu'ils font. Donc ils vont se lancent dans la démondialisation. Et donc cette démondialisation, elle va venir heurter évidemment de plein fouet, et elle heurte de plein fouet, et vous le voyez actuellement, entre les relations très tendues entre Trump et Macron, par exemple, donc le président américain et le président français. Vous voyez qu'évidemment, l'Union européenne et le fonctionnement mondialiste et européiste de l'Union européenne, qui est au-delà des nations, fait qu'évidemment, on n'est plus copains. Et ce mouvement va nous amener à construire non pas, c'est pas la fin de l'Europe, tout ça, ça va être une nouvelle Europe qui, elle, reste une réalité géographique. L'Europe, c'est une réalité géographique. Donc, c'est pas l'Europe qui va disparaître, ça sera une nouvelle étape, peut-être une Europe à la fois plus nationale et puis beaucoup plus ouverte. Et regardez, c'est très intéressant parce que vous avez évidemment la Russie, vous savez, les méchants Russes, les vilains Russes, le vilain Poutine, le terrible Poutine, Poutine l'égorgeur, Poutine celui qui frappe sur son peuple, Poutine qui éborgne les gilets jaunes. Ah non, pardon, c'est pas Poutine ça, excusez-moi, j'ai ripé. Bref, nous n'irons pas plus loin. Sommet de Paris sur l'Ukraine, un test pour le rapprochement de la France avec la Russie. Et donc aujourd'hui, vous avez Macron et Poutine qui se rapprochent avec évidemment la nature ayant horreur du vide, l'OTAN étant mort cérébrale. Souvenez-vous ce qu'a dit le président de la République il n'y a pas très longtemps. C'est l'Europe de Brest à Vladivostok, un vieux rêve, puisque là vous avez évidemment un vieux rêve gaulliste, puisque vous avez un continuum évidemment géographique. On peut aller de Paris à Moscou en voiture, en train, non pas en train, on est en grève, à pied ou à vélo ou en voiture, peu importe, mais nous pouvons y aller, il n'y a pas d'océan, donc il y a évidemment une continuité géographique, culturelle, politique, historique complète entre les différents pays européens. Alors,
je vous disais tout à l'heure, vous savez, ce Brexit, il va plutôt, à mon sens, bien se passer. Et regardez, même les marchés sont contents. Trump, Brexit, un vendredi 13, salué par les marchés financiers. Brexit, les banques britanniques flambent en bourse. Les banques britanniques flambent en bourse. Et oui, le Brexit est même une bonne nouvelle, finalement, pour les banques et pour la City. Quand même extraordinaire par rapport à tout ce qu'on vous raconte depuis des mois et des mois. Alors une petite dernière, et je voulais vous quitter là-dessus, sur cette petite note humoristique, sur cette petite note, que dis-je, rigolote ma foi, une petite lagourderie que je voulais partager avec vous. Alors notre Christine Lagarde nationale, que j'aime énormément parce qu'elle met de plein de sujets, elle nous permet d'alimenter beaucoup de chroniques, et donc vraiment, si nous n'avions pas notre petite dame Christine, il nous faudrait nous l'inventer, parce que vraiment, en termes d'inspiration, elle est une source inépuisable avec ses belles lagourderies. Donc je vous rappelle que notre Christine Lagarde était la directrice générale du FMI, donc la patronne du Fonds monétaire international, qu'elle a quitté pour venir prendre la tête de la Banque centrale européenne, la BCE, en remplacement de Mario Draghi. Et notre dame Christine nous disait le 5 décembre 2019, il n'y a donc pas très très longtemps, de plus en plus de Britanniques regrettent le Brexit. Évidemment, victoire par chaos de Boris Johnson, qui a été élu pour faire le Brexit avec une majorité absolue et absolument incontestable de la population britannique, où même les travaillistes ont voté massivement pour le Brexit. Apparemment, Christine Lagarde ne l'a pas vu venir, ou peut-être plus pragmatiquement parlant, Christine Lagarde n'a pas voulu le voir venir ou n'a pas voulu le dire. Et donc tout ça, ça fait partie de la propagande. L'Europe, l'Union européenne, qui se rêve comme puissance, comme union politique, union fédérale, qui se rêve comme un pays, qui se rêve comme une idéologie libre-échangiste, sans entrave, etc., etc., mondialiste, cette Union européenne ne peut pas accepter qu'on la quitte, et elle peut encore moins accepter que si on la quitte, ce soit pour un avenir meilleur. Et imaginez que l'avenir soit meilleur sans l'Union européenne qu'avec l'Union européenne, vous vous rendez compte le précédent politique que ça va créer, et la tentation pour tous les autres peuples européens de reprendre la souveraineté qui leur a été volée. Et tout ce que vous avez aujourd'hui de mouvements sociaux en France, que l'on soit pour ou contre, c'est pas la question. Que l'on soit pour la CGT, contre les grévistes, c'est pas le sujet. Je suis pas là pour juger qui que ce soit. Je dis simplement qu'en revanche, tous les mouvements sociaux que nous avons actuellement en France et que nous connaissons en France, des gilets jaunes aux grèves que nous avons actuellement, et qui sont jamais rien que la continuité d'une même grogne sociale et d'une même révolte populaire, tout ça, c'est évidemment notamment la faute non pas à l'Europe, mais la responsabilité de l'Union européenne et des institutions de l'Union européenne, qui sont profondément antidémocratiques, puisque vous avez à Bruxelles des gens qui font leur petite tambouille bien loin du contrôle des peuples, qui sont soumis à un certain nombre de lobbies, bien contents de l'être, et qui évidemment font des politiques qui vont dans l'intérêt d'une petite caste que j'appelle le totalitarisme marchand, les grandes multinationales, etc., etc., et qui font complètement fi de l'intérêt des populations et des gens. Or, je rappelle tout de même, à toutes fins utiles, que l'objet de n'importe quel homme politique, de n'importe quel représentant élu par le peuple, est tout simplement de représenter les intérêts de sa population, de protéger les intérêts des gens et de prendre soin d'eux. Voilà, et donc quand c'est oublié, eh bien, il se passe que de temps en temps, les peuples se rappellent à leurs dirigeants, et que dans certaines révolutions, ça peut même être fort désagréable pour certains dirigeants qui peuvent même jusqu'à se faire couper des têtes. Voilà ce que je pouvais vous dire en vous quittant sur cette dame Christine Lagarde et cette lagourderie. Mes amis, merci pour votre attention, merci pour votre intérêt. N'hésitez pas à commenter et à débattre entre vous. N'hésitez pas à me mettre des petits pouces bleus, vous savez, c'est bon pour le référencement. Et puis abonnez-vous également à la chaîne YouTube Insolentiae TV.
Et vous pouvez aussi venir vous inscrire à la lettre d'information quotidienne qui est gratuite sur le site insolentiae.com, puisque tous les jours vous avez l'essentiel de l'actu éco et puis parfois un petit peu politique, et le tout de manière, j'espère, le plus rigolo possible ou la moins indigeste possible par rapport à des sujets qui peuvent être compliqués. Je vous souhaite une excellente semaine prochaine. Je vous souhaite un superbe week-end. D'ici là, mes amis, prenez soin de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre JT de l'écho. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.